L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Yeah! Bienvenue dans l'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème rarement traité, celui de la mort. Mais il nous semblait important d'en parler parce qu'il nous touche tous et toutes. Tout à fait. Donc on va parler effectivement de ce sujet important qui est la mort et comment on l'aborde. À l'école, évidemment, selon les âges des enfants. Et aussi, que comprend une enfant de ce sujet? Comment réagissent nos ados? Et surtout, comment peut-on les accompagner en tant, évidemment, qu'enseignant, enseignante, mais aussi en tant que parent? On ne va pas se le cacher, c'est un sujet difficile, c'est un sujet sensible. On l'a d'ailleurs traversé plusieurs fois dans notre école, on y reviendra tout à l'heure. C'est un sujet qui n'est pas simple, mais cela ne doit pas être un sujet tabou. Il faut en parler, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Alors, pour commencer, on va aborder les âges des enfants et ce qu'ils comprennent. Ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, la compréhension de la mort, elle évolue avec l'âge. Avant 3 ou 4 ans, la mort est souvent vécue comme quelque chose qui est réversible. C'est ce qu'on appelle la fameuse pensée magique. En fait, l'enfant, il va vraiment croire que la personne, ou d'ailleurs son animal de compagnie, par exemple, il va revenir, qu'il ou elle est juste parti quelque part. Entre 5 et 7 ans, on voit apparaître une première compréhension de ce qu'on appelle l'irréversibilité, c'est-à-dire plus de pensée magique. L'enfant commence à comprendre que quand quelqu'un meurt, il ne va pas revenir, il ou elle ne va pas revenir, que c'est définitif. C'est là que ça peut être angoissant pour l'enfant si l'idée reste floue et si les adultes ne sont pas là pour expliquer les choses et pour parler simplement aux enfants. À partir de 8-9 ans, là, la notion de mort, elle devient vraiment une réalité qui est universelle, qui est inévitable. Pendant la période de l'adolescence, souvent, les questionnements existentiels apparaissent. Mais pourquoi on meurt? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on ne doit pas en parler? Donc voilà, il y a vraiment des différences en fonction des âges. Et c'est à nous, en tant que parents, enseignants, enseignantes, de vraiment accompagner les enfants sur ce sujet. Et qui n'est pas simple, on le rappelle, mais qui fait vraiment partie de la vie, évidemment, et qu'il faut aborder. On va commencer donc par l'âge un peu maternel, entre 2 et 6 ans. Du côté des plus jeunes, en maternelle, donc on estime entre 2 et 6 ans, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée, ça commence pas à partir de 2 ans et ça s'arrête pas à partir de 6 ans. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Quand un enfant est confronté à un décès, il peut avoir des réactions très surprenantes. Alors ça va vous surprendre, ça va peut-être vous heurter, parce que vous avez compris ce qu'était la mort, l'enfant ne l'a pas encore compris, donc ça va peut-être, remuer des choses en vous. Essayez de vous mettre à la place de votre enfant, de le comprendre. Ne soyez pas vexé, fâché, qu'il n'entende pas la même chose que vous quand vous lui dites oui, telle personne est morte, et puis qu'il vous parle après, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est un enfant, on vous parlait de pensée magique tout à l'heure, il ne voit pas les choses comme vous, il ne les comprend pas comme vous, et c'est pour ça qu'il va vous poser plusieurs fois la même question. Il revient quand? D'accord, il est mort, mais quand est-ce qu'elle revient? Quand est-ce qu'il revient? D'accord, et alors quand on est mort, on est où? Essayez de répondre le plus simplement possible, tout en vous-même, en tant qu'adulte, si le deuil est dans la famille, acceptez que vous soyez triste, acceptez vos émotions. Et puis, c'est important aussi d'éviter d'utiliser des métaphores comme « il, elle dort »,« il, elle s'est envolé », etc. Parce que ça peut vraiment créer des peurs. Si on dit que la personne dort, l'enfant peut avoir peur de s'endormir, par exemple, le soir. Et je crois, d'ailleurs, Élise, tu avais une anecdote concernant un hamster. Oui, le fameux hamster, parce qu'on ne va pas au ciel. Il ne faut pas dire ça aux enfants. Arrêtez les allusions, vraiment. Donc moi j'ai eu cet enfant de maternelle, alors il y a très très longtemps, qui me dit « Mais maîtresse, qu'est-ce que ça veut dire aller au ciel ?» Donc évidemment, c'était l'heure d'aller en récréation. Il y en avait un qui avait un manteau, l'autre à moitié, l'autre sa chaussure, l'autre pas sa chaussure. Donc bref, c'est toujours le moment idéal. Et alors là, petit temps de réflexion. Donc toujours quand un enfant vous pose une question comme ça, n'hésitez pas à lui retourner la question. Vous-même, ça vous permet de prendre un temps de réflexion, de voir où il en est dans sa réflexion et d'adapter votre réponse. Donc je lui ai répondu, je lui ai dit pourquoi tu me poses cette question, toujours en étant prête à l'écouter. Il ne faut pas non plus fermer la discussion en disant non mais c'est pas le moment, on en parlera plus tard. Acceptez la discussion, mais retournez-lui d'abord la question. Et là il me raconte cette petite histoire de hamster. Il me dit bah oui, parce que moi mon hamster il est mort, et mon papa et ma maman ils m'avaient dit que quand on était mort on allait au ciel. Bah moi j'ai voulu l'aider à aller au ciel, alors je l'ai pris et je l'ai jeté en l'air. Voilà. Donc là évidemment on rit
Mais sur le moment, je n'ai pas ri. Donc déjà, j'ai été très surprise. Et là, il m'a fallu un petit temps justement pour contenir cette envie de rire. Parce que, bah oui, cette réponse, elle était complètement farfelue. Mais en même temps, elle était entendable. On lui dit que quand on est mort, on va au ciel. Donc forcément, lui, il aime son hamster. Il veut le lancer en l'air parce qu'il veut l'aider à aller au ciel le plus haut possible. Donc moi, j'imaginais juste le résultat en me disant, le pauvre, ça a dû être horrible pour lui parce que ça a dû être... il était en pièces détachées, le pauvre hamster. Donc oui, pas d'allusion. Et autre chose, oui, alors ne riez pas, même si c'est le très farfelu, essayez de ne pas rire, de contenir votre rire devant l'enfant, parce que sinon il n'osera plus vous parler, vous confier des choses. C'est vrai que là, c'était un peu dur, parce que je me suis dit, mais mon Dieu, j'imaginais le résultat. Bon, après, je lui expliquais, ça, on vous en parlera plus avant dans cet épisode, ce que je lui ai dit, donc ce que c'était la mort, etc. Bah justement, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire à la place de, justement, il dort, il s'est envolé, il est parti au ciel, on peut dire quoi en fait? Il faut utiliser des vrais mots. Là, il ne respire plus, il ne bouge plus, il ne reviendra pas. La seule chose, alors oui, c'est triste, on a le droit d'être triste, mais la seule chose, c'est que toi, tu as vécu beaucoup de moments, donc là, c'était avec ton hamster, tu as vécu beaucoup de moments avec ton hamster, avec la personne qui est morte ou l'animal qui est mort, et tu peux le faire vivre à l'intérieur de toi par le souvenir. Il y a plusieurs albums de jeunesse, d'ailleurs, qui en parlent de cette mémoire, de ce souvenir, et on vous en parlera un peu plus tard. Alors, justement, ce fameux par rapport au ciel, il y a tout un lien avec la religion, et ça, les enfants de maternelle ou même plus tard vont vous en parler. Moi, il y a beaucoup d'enfants qui me disent, oui, moi, mon papa et ma maman, ils m'ont dit qu'on allait au ciel, si on avait été sage, qu'on allait au paradis. Oui, il y a des notions de paradis, d'enfer, quand des enfants qui font des bêtises, ils disent, moi, mes parents, ils m'ont dit qu'on allait en enfer quand on était pas sage, donc ça met un petit peu une culpabilité sur l'enfant. Bref, il dort bien après ça. Mais toujours est-il que n'hésitez pas à rappeler le cadre en disant qu'il a le droit de croire à un Dieu, que ça c'est une affaire dont on parle en famille, mais qu'à l'école, on ne peut forcer, enfin à l'école d'ailleurs ou en société, on ne peut forcer personne à croire. Je comprends que ce soit difficile pour lui ou pour elle parce que ses parents lui ont dit que Dieu existait, mais que ça c'est vraiment un discours qu'on a à la maison et qu'en classe, on ne pouvait vraiment, j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'on ne peut forcer personne à croire la même chose que nous. Oui, complètement. C'est là où on apprend aussi à se socialiser finalement et qu'il y a des divergences entre les enfants, les adultes, etc. Eh bien, nous d'ailleurs, justement, on a été confrontés à l'école, donc dans la réalité de notre quotidien, à plusieurs décès en fait, et on voulait vous en parler parce que c'est bien beau d'en parler, mais quand on les vit, c'est pas du tout pareil. On a eu notamment plusieurs décès, mais un qui nous a marqué, le décès d'une maman d'un élève, et là on s'est rendu compte que le père, du coup, était quand même pas du tout prêt à pouvoir dialoguer avec son enfant, et même les professionnels, ça a été extrêmement compliqué. Parce que si tu veux nous relater un petit peu ça, Élise. Donc c'est un enfant qui a perdu sa maman suite à une longue maladie. Donc sa maman était déjà hospitalisée depuis quelque temps et le père n'a pas dit tout de suite à son fils que sa mère était décédée. Et on s'est rendu compte, nous avions connaissance du décès, mais on s'est rendu compte que l'enfant ne le savait pas. Pour lui, sa mère était toujours à l'hôpital, très malade. Notre assistante sociale a bien voulu être là, être présente au moment où le papa, on a quand même insisté pour que ce soit le papa qui le dise à l'enfant que sa mère était décédée. Ce dont on vous parlait tout à l'heure, donc non seulement à cet âge-là c'est très très dur, en plus là donc c'était quelqu'un de très proche, c'était sa mère, ça a été tellement difficile et on l'entend complètement qu'il a fallu lui redire les choses, c'est ce que tu disais tout à l'heure, utiliser des mots vrais, être très simple, non là elle ne vit plus, elle ne respire plus, parce qu'à chaque fois il revenait, mais quand elle va revenir demain, quand elle va nous parler de sa mère au futur. Et je peux lui faire un dessin pour lui donner ce soir. On a dit qu'il pouvait lui faire un dessin, mais qu'elle ne reviendrait pas le regarder le soir, mais qu'il pouvait penser à elle en faisant ce dessin. C'est un moment difficile d'ailleurs en tant qu'enfant, déjà pour la famille et pour la communauté éducative entière, pour les adultes qui accompagnent l'enfant, pour les enfants qui sont autour de cet élève. Et puis il faut aussi expliquer, alors c'est toujours juste mesure, c'est sans entrer dans les détails. Si les enfants posent des questions, certains pensent que notamment la mort est contagieuse. Donc parce que la maman de cet enfant est morte, si on lui parle, nos parents vont mourir également. Donc ça, il faut bien être clair à ce sujet avec les enfants. Et moi j'ai une autre situation comme ça qui a lieu à l'école, c'était ce qu'on appelle une ATSEM selon les endroits différents, qui était très très malade, qui était en fin de vie, donc elle a été arrêtée
été assez longtemps. Et ce qui a été assez marquant et touchant aussi, c'est que cette ASEM, un jour, m'appelle et me dit qu'elle veut venir à l'école, qu'elle veut venir travailler. Et moi, je savais pourtant qu'elle était extrêmement malade, donc j'étais très surprise. Je m'attendais franchement à ce qu'on m'annonce son décès. Et donc, en fait, elle est venue à l'école. Elle est allée en fait voir ses collègues. Elle est passée dans la classe où elle travaillait beaucoup. Elle est rentrée chez elle et le lendemain matin, son fils m'a appelé pour me dire qu'elle était décédée dans la nuit. Et c'est quelque chose qui a quand même marqué tout le monde et en même temps, c'était quand même quelque chose d'assez joli. Pour elle, son métier avait énormément d'importance et qu'elle est venue quelque part dire au revoir. Et justement, donc il faut aborder cela avec les enfants, mais aussi avec les adultes qui peuvent être aussi extrêmement choqués. On a aussi malheureusement vécu le décès d'une élève qui est suite à une maladie, malheureusement, qui est décédée, donc en maternelle. Et ça aussi, ça a été extrêmement compliqué à vivre. Et là, je pense davantage pour les adultes, parce que c'est toujours extrêmement choquant quand un enfant décède, parce que c'est pas le cours naturel des choses. Donc oui, ça a affecté en particulier le collègue, d'ailleurs, qui avait cette élève dans sa classe. Et là aussi, il a fallu accompagner, il a fallu soutenir, il a fallu quand même en parler évidemment aux élèves. Donc tout ça, ça montre que ça arrive. Dans nos sociétés industrialisées, on a tendance quand même un petit peu à cacher le décès, à essayer de faire comme si quelque part ça n'existait pas. Et nous, on pense que c'est pas la bonne façon de s'y prendre, parce que bien sûr que le décès existe, puisque c'est notre aboutissement à tous, à toutes quelque part. Et donc, je vois pas pourquoi en fait il ne faut pas en parler. On parle beaucoup des naissances, on parle beaucoup moins des décès, et pourtant c'est le cours naturel d'une vie. Et donc en effet, le deuil, ça peut être aussi quelque chose qui va toucher, donc là comme je viens de le dire, une enseignante ou parfois un parent. Et ça touche pas forcément directement l'enfant, mais ça peut affecter le climat de la classe ou de la famille. Et ce qu'il faut se dire quand même, c'est que en tant qu'adulte, on a le droit d'avoir des émotions, et notamment on a le droit de pleurer, on a le droit de vouloir se retrouver seul, on a le droit d'avoir besoin d'autrui. Et évidemment, il faut expliquer ça aux enfants. Là, je pense plus en tant que parent, il faut pouvoir dire à son enfant pourquoi on est triste. Si c'est par exemple, je pense à quelque chose en particulier, le décès d'une amie ou d'un ami proche qui ne concerne pas vraiment l'enfant, il faut pouvoir lui dire son émotion, il faut pouvoir lui expliquer pourquoi on est triste, pourquoi on se sent pas bien, pourquoi on s'isole un peu, pourquoi on pleure. Et il faut prendre soin de soi. Et ça, c'est vraiment valable aussi pour les enseignants et les enseignantes. Ne pas hésiter à se mettre en arrêt. On vient pas coûte que coûte assurer sa classe si on se sent mal, parce que c'est aussi délétère pour le climat de classe. Et une fois de plus, il faut absolument prendre soin de soi, il faut pouvoir faire son deuil et ne pas s'exposer justement à des crises de larmes devant sa classe, etc. Et donc, il faut absolument se préserver. Même si c'est un deuil personnel, en tant qu'enseignant ou enseignante, c'est mieux quand même, c'est important de prévenir la direction, l'équipe, parce qu'on ne va pas réagir, c'est ce que tu disais, on ne va pas réagir comme d'habitude pour que l'équipe puisse comprendre et puisse accompagner. Et parfois, certaines personnes, oui, toujours en prenant soin d'elles, ont envie de quand même de revenir travailler, mais elles peuvent aussi, dans leur journée de travail, prendre certains moments en disant, là, avec un signe, avec une collègue, une ou un collègue, là, stop, j'ai besoin juste d'une petite pause. Et ça, ce ne sera possible que si vous en avez parlé préalablement à vos collègues. De même, pour un parent, n'hésitez pas à prévenir l'enseignant ou l'enseignante s'il y a un décès dans votre famille, parmi vos proches. C'est pas du voyeurisme de la part de l'enseignante, c'est juste que ça peut affecter votre enfant. Même si vous avez l'impression que vous êtes, entre guillemets, discret et que vous n'en parlez pas devant l'enfant, de votre deuil, etc. Votre enfant est une éponge, il ressent les choses. Et moi, il m'est déjà arrivé le cas où les parents ne me l'ont pas dit tout de suite. C'est moi qui ai remarqué un changement de comportement de l'enfant et qui ai dit à la famille, est-ce qu'il se passe pas quelque chose en ce moment? Parce que j'ai remarqué que c'est un peu plus difficile, il pleure un peu plus, ou il y a des crises de colère un peu plus fréquentes. Et là, j'apprenais qu'il se passait quelque chose. Donc, n'hésitez pas, sans entrer dans les détails, mais juste en disant, un tel est décédé, je suis un peu affectée, nous sommes un peu affectés dans la famille, il se peut qu'en classe, ça ait des incidences sur son comportement. Juste ça, ça suffit. Il y a des livres qui peuvent vous accompagner en tant que parent et en tant qu'enseignant dans cette période de deuil. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle La caresse du papillon de Christian Volz. C'est un album dès la maternelle, qu'on peut lire dès la maternelle, et c'est un grand-père qui discute avec son enfant, enfin avec son petit-fils ou sa petite-fille d'ailleurs, peu importe, je me souviens plus, mais qui parle de la grand-mère, et la grand-mère, on la voit en filigrane sur toutes les pages. Et vraiment un peu, il y a un jeu de transparence qui est fait, et on voit qu'elle accompagne, en fait c'est ça le message qu'il faut retenir,
On voit qu'elle accompagne au quotidien le grand-père et le petit-enfant. Ils se souviennent de tous les moments qu'ils ont vécus ensemble et que même si elle n'est plus là, elle reste toujours en eux et en elle. Un autre album pour les enfants un peu plus grands, je dirais vers 5-6 ans, qui s'appelle Au revoir Blaireau de Suzanne Varley. Et toujours pareil, autour de cette mémoire, de ce souvenir. Alors, passons maintenant à l'école élémentaire. Là, les enfants vont avoir entre 6 et 11 ans. Et ça y est, ils comprennent que la mort est irréversible et surtout qu'elle concerne tout le monde. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ou elles y sont préparés. Et c'est souvent une période où les questions sont très très franches. Du type, est-ce qu'on a mal quand on meurt ? Est-ce qu'on peut parler aux morts ? Quand un élève perd un proche ou qu'un décès touche l'école, il faut d'abord en parler avec les familles. Et surtout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ajuster en fonction de l'enfant. Adapter votre discours en fonction de ce qu'il sait déjà. Donc, je vous disais tout à l'heure, d'abord, retournez-lui la question. Dites, alors, par exemple, ce que tu disais, est-ce qu'on souffre quand on meurt ? Toi, tu penses que... Vous voyez où il en est dans sa compréhension des choses, adaptées sans aller trop loin. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est proposer un moment d'écoute, un atelier d'écriture, une boîte à souvenirs. Alors, on n'est pas obligé de tout faire collectivement. Ça peut concerner uniquement l'enfant qui a perdu quelqu'un, mais ça peut être aussi les autres, s'ils ont envie de participer. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, on ne fait pas comme si de rien n'était. On ne nie pas le deuil d'un élève, on l'embrasse, comme on dirait, on le prend en considération et on accompagne évidemment cet élève. Parfois, c'est très difficile, encore plus, malgré tout cela, malgré tout ce que l'on fait, tout ce que l'on lit, toutes les discussions, c'est trop difficile et on a besoin d'un accompagnement extérieur. On peut faire appel, dans ces cas-là, au psychologue scolaire ou à la médecin scolaire, si vous en avez une. Il y a également les collègues du RASED, donc c'est le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. N'hésitez pas à trouver des aides extérieurs quand c'est trop difficile. Oui, quand ça existe aussi dans les établissements, parce que c'est pas toujours le cas, on peut aussi proposer aux parents d'aller consulter d'ailleurs dans le privé s'ils le souhaitent. Enfin, on peut leur proposer. Et puis là encore, on peut trouver des albums jeunesse très intéressants pour cet âge élémentaire. On vous propose Le cimetière des mots doux d'Agnès Ledigue et Frédéric Pillot et C'est quoi la mort de Michel Piquemal et Thomas Bass. Passons au collège maintenant. Les jeunes entre 11 et 15 ans comprennent bien la mort. Mais c'est aussi une période de grande vulnérabilité émotionnelle. On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes. L'adolescence est vraiment un moment particulier. Les émotions peuvent être fortes, elles sont parfois retenues, parfois très exprimées. Alors quand un ou une élève est en deuil, il faut s'attendre parfois à ce que cet élève se renferme, parfois même s'oppose, ou à l'inverse est très demandeur ou demandeuse de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler. Et ça, il faut en tant que parent et en tant qu'enseignant, enseignante, être vraiment très attentif et ne jamais forcer le jeune à soit parler ou à produire quelque chose par rapport à un deuil. On peut proposer des formes d'expression adaptées à leur âge, donc des écritures libres, des créations artistiques. Ça peut être aussi des discussions en petits groupes. Moi, malheureusement, j'ai eu le cas quand j'étais au collège. J'ai un élève de ma classe qui est décédé et on nous a proposé de se retrouver tous avec des professionnels pour en discuter. Et c'est vrai que c'était... Mais je m'en souviens encore. Je m'en souviens encore. C'était vraiment un moment important. Alors, bien sûr que ça ne répond pas à toutes les questions qu'on s'est posées, mais ça permettait d'acter. Même si on comprend la mort, de se dire, bon, il est mort, on y est pour rien. Il y a ça aussi, cette histoire de culpabilité qu'on peut avoir. Et il va falloir vivre avec. Il va falloir penser à la suite, il va falloir vivre avec. Et puis toujours, on l'a déjà dit, mais respecter les croyances, les religions. Certains vont parler donc du paradis, d'autres non. Et bien effectivement, on garde le caractère laïque de l'école et on peut dire, oui, certaines personnes pensent que ceci, cela. On n'impose pas, on ne corrige pas non plus. On ne dit pas que c'est une erreur de dire ceci ou cela. Oui, et ça peut être l'occasion d'une discussion intéressante. Il y a un livre à ce sujet qui s'appelle « Et si on parlait de la mort ?» pour expliquer que les rituels sont différents selon les peuples et selon les croyances, qu'il ne faut pas se cantonner à ce qu'on fait en France, qu'on fait dans certaines religions. Vraiment essayer de comprendre que la mort est universelle, que les personnes et les groupes de tout temps en ont parlé et essayent de la comprendre, de trouver des façons de la célébrer, de remémorer le mort ou la morte vraiment, et que la mort finalement fait partie intégrante de la vie, que notre vie est belle aussi parce qu'il y a une fin et que c'est un sujet qui concerne vraiment
vraiment tout le monde et de tout temps. Complètement. Et là aussi, si on voit que, là je pense plus aux enseignants, enseignantes, au collège, si on voit que notre élève en deuil est particulièrement affecté, on peut prendre l'appui de l'infirmière scolaire, de là ou le CPE de l'école, voire aussi du psychologue scolaire de l'école s'il y en a un ou s'il y en a une. Ne pas hésiter effectivement, pareil, à conseiller aux parents d'aller consulter à l'extérieur. Ça peut être nécessaire que le jeune soit accompagné au cours de son deuil. Et je reviens juste sur le livre que tu as conseillé. Alors le titre exact, c'est « Il faut qu'on parle de la mort » et c'est donc de Sarah Chavez. Au lycée maintenant. Au lycée, entre 15 et 18 ans, on est dans une période où la conscience de la finitude, elle est réelle. En même temps, vous l'avez remarqué, c'est un âge où les conduites à risque peuvent s'intensifier. Et c'est un âge où les jeunes vont vraiment chercher les limites et n'ont pas conscience du danger, vraiment ça. Et moi, j'ai des propres souvenirs de cette époque. Enfin, j'ai des propres souvenirs de cette époque où je me dis, mais c'est complètement inconscient ce qu'on a fait. C'était hyper dangereux. Même si on avait conscience de la mort, on n'avait pas conscience que ces conduites à risque pouvaient être mortelles. Ou alors, pas tant. Oui, d'ailleurs, effectivement, il y a beaucoup de décès liés aux accidents de la route. On n'est pas étonné que les assurances ne veulent pas assurer les fameux A, les jeunes conducteurs, parce qu'en fait, ils ont énormément d'accidents, parce que justement, c'est bien ces conduites à risque, et on pense qu'on est quand même un petit peu immortel. Ah, mais moi, quand je pensais conduite, mais j'étais même pas en voiture, j'étais à vélo, mais à vélo sans lumière sur une route départementale. On se dit... c'est ça. Ouais, mais c'est fou, on prend effectivement beaucoup de risques. Et puis, il y a un autre sujet aussi qui est important à ces âges-là, c'est la fameuse santé mentale. Et d'ailleurs, malheureusement, depuis 2021, donc vraiment la période après Covid, ça s'est vraiment aggravé parmi les jeunes qui ont de plus en plus de pensées suicidaires. Et donc, il faut savoir que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, malheureusement. Donc ça aussi, c'est un sujet hyper important à aborder. Et il faut avoir conscience que, alors c'est vraiment, on va dire, de 15 à 25 ans, les élèves vont peut-être être confrontés, les jeunes, vos enfants, nos enfants, au suicide de proches, du coup, de leur âge. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aborder le décès, il faut aborder la santé mentale et parler justement du mal-être, essayer d'accompagner au mieux les enfants. Et il y a d'ailleurs tout un programme aujourd'hui qui permet de former aussi les jeunes à la santé mentale et notamment à être secouristes en santé mentale et donc de parler de père aidant, ça veut dire d'aider, de pouvoir aider ses pairs, de pouvoir reconnaître chez l'autre quand il va mal, chez soi aussi, et donc de ne plus en faire un tabou et d'oser en parler. Pour revenir sur ce que tu disais, au lycée, donc à l'école en général, on a un rôle à jouer, pas pour résoudre tout, mais pour repérer. Arrêter de stigmatiser cette santé mentale et vraiment en parler, ne pas hésiter à en parler, et pour que chacun puisse repérer quand les gens ne vont pas bien, les écouter. La fameuse écoute active, essayer pas de résoudre forcément ses problèmes ou d'interpréter ses propos, vraiment essayer de l'écouter, de reformuler pour être sûr qu'on a bien compris. Donc aller au lycée d'orienter, parce qu'on ne peut pas tout résoudre nous-mêmes. Accepter ses propres limites, orienter, écouter, s'exprimer là-dessus. On peut proposer des projets d'expression comme des projets théâtre, des projets vidéo, des podcasts, des affiches. À cet âge, ils ont vraiment des super idées, ils sont assez grands pour avoir vraiment des projets de qualité. Et orienter, on a chacun et chacune nos propres limites. Quand on sent qu'elles vont être dépassées, ne pas hésiter à orienter vers des spécialistes. Oui, toujours les mêmes, les spécialistes, donc l'infirmière scolaire, les CPE, les assistants sociaux, les psychologues, etc. Il ne faut pas rester seul avec ses inquiétudes, et ça c'est valable pour les parents, c'est valable pour les enseignants, les enseignantes, c'est valable pour les élèves aussi évidemment. Voilà, ne pas rester seul. En fait, on se rend compte qu'à partir du moment où on arrive effectivement à communiquer avec autrui, à être capable d'une part de déléguer, mais aussi d'alerter sur des choses qui nous inquiètent, c'est comme ça en fait qu'on arrive à prévenir et à accompagner les élèves et les adultes. Hors établissement, parce que malheureusement il n'y a pas partout des psychologues, des assistants sociaux. Quand l'établissement n'est pas pourvu en psychologue, en assistante sociale, etc., n'hésitez pas à faire appel à des associations. Il y a notamment l'association SOS Amitié ou l'association Fil Santé Jeune. Ils ont des numéros de téléphone, ils ont des chats, beaucoup de moyens de communication divers. Un livre à conseiller, 2 secondes en moins de Marie Collot et Nancy Gilbert. C'est l'histoire de 2 jeunes, 2 lycéens qui vont être confrontés à la mort. Donc 2 secondes parce que notamment l'une des morts c'est un accident de voiture, donc c'est vraiment l'histoire de 2 secondes. Et l'histoire va montrer donc forcément leur peine, leur chagrin, mais aussi la façon dont ils et elles vont reprendre petit à petit goût à la vie. Et cette fois-ci, c'est dans cette histoire, c'est en se raccrochant à la musique. Ouais.
Donc ça parle aussi du suicide notamment, cet ouvrage. Donc on vous le conseille. En même temps, on parle donc de décès, de deuil, etc. Mais tout ça, ça a vraiment un lien avec les émotions et toujours les fameuses compétences psychosociales dont on est féru, donc l'empathie, l'entraide, etc. Et voilà, tout ce qu'on évoque ici, c'est à nouveau entièrement dans ces fameuses compétences psychosociales. Oui. Déjà, reconnaître ses émotions, reconnaître que même quand on est adulte, et ça les enfants ont du mal à le comprendre, en tant qu'adulte, on peut et on a le droit d'être triste. Les enfants sont persuadés qu'une fois qu'on est adulte, j'ai souvent cette discussion en classe, une fois qu'on est adulte, non, on pleure plus, on n'est plus triste. Et je dis, alors peut-être que vos parents ne le font pas devant vous, mais je vous assure qu'ils et elles pleurent encore. Et vous, quand vous serez adulte, vous aurez le droit de pleurer. C'est pas qu'une fois, allez hop, 18 ans, c'est bon, on arrête de pleurer. Non, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère. Et on peut les exprimer, toujours en les régulant, on est d'accord, mais elles ont le droit d'exister, ces émotions. Et il faut, pour qu'elles puissent exister, pour qu'on puisse se sentir légitime à les exprimer, il faut aussi que l'autre en face sache les accueillir. Tente de se mettre à notre place pour essayer de les comprendre un petit peu et sache y répondre. Trouver les mots justes, trouver les mots réconfortants ou alors juste écouter. Et donc, parler du deuil, parler de ce qu'on ressent, c'est déjà un premier travail de sensibilisation à l'autre. Et donc, comme on vous l'a dit au début de cet épisode, ça commence tôt, ça commence dès la maternelle. Pour conclure, parler de la mort à l'école comme dans la vie, ce n'est jamais simple, mais c'est essentiel. Ce qu'on cherche, c'est faire de l'école un lieu de sécurité où on peut poser des mots, accueillir des émotions sans tabou. Voilà, c'est une question de respect, d'écoute, d'accompagnement, mais aussi de formation, parce que ça ne s'improvise pas l'accueil d'un deuil, mais on peut s'y préparer, donc on peut lire sur ce sujet, on peut en parler entre collègues, on peut en parler avec les familles, on peut en parler avec les partenaires extérieurs. On arrive à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou quelques étoiles. Ça nous fait toujours super plaisir. Et vous pouvez évidemment toujours nous retrouver sur nos réseaux sociaux @lesélises avec un Z, où on publie plein de vidéos sur notre quotidien à l'école, sur la posture bienveillante de l'adulte et aussi, depuis quelque temps, à travers nos 3 ouvrages pédagogiques aux éditions Nathan. Et d'ailleurs, ça rejoint tout à fait le sujet de cet épisode, puisque dans 2 de nos manuels qui s'appellent « Pour une école de l'empathie », où on parle de prévenir le harcèlement scolaire, gérer les conflits, ajuster sa posture d'adulte, et bien justement, on vous donne des billes, là c'est plus pour les enseignantes et les enseignants, mais on vous donne des billes précises sur comment vous pouvez justement accueillir les émotions de l'enfant, notamment dans le cadre d'un deuil, comment vous pouvez aider effectivement au développement des compétences psychosociales. Et on a aussi écrit un autre ouvrage qui s'appelle « Gérer les petites et grosses crises au quotidien », et ça va de la petite section au CM2, où là justement on aborde d'ailleurs dans cet ouvrage le deuil, sur une fiche qui est dédiée, les idées suicidaires aussi, parce que ça arrive aussi, bien qu'on n'y pense pas forcément, mais ça peut arriver aussi en école élémentaire notamment, et on aborde effectivement comment parler avec l'enfant, comment parler avec l'adulte, et surtout qui contacter, quelles sont les démarches à faire là vraiment un peu institutionnelles en tant qu'enseignant, enseignante, en tant qu'animateur, animatrice, en tant que directeur ou directrice d'école. Donc voilà, on vous invite à aller regarder tout ça et on vous dit à bientôt. À très bientôt.